Alors, après tous ces échanges, toutes ces expériences très contemporaines, moi, ce que je vous propose, c'est tout à fait autre chose. C'est un petit chromo sur le 19e siècle pour essayer de nous remettre en tête collectivement eh bien, comment tout ça a commencé. L'histoire de cette économie moderne qui, au fond, est née au XIXe siècle et qui a été un siècle d'effervescence et de créativité unique au monde. Alors, une phrase que je voudrais dire en préambule, c'est que moi, je ne suis pas une historienne, je suis une journaliste économique. Mais j'ai toujours été éblouie justement par cette effervescence créatrice du 19e et tous ces inventeurs du siècle qui nous ont créé ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle dans mon livre j'ai voulu raconter des histoires d'hommes et de femmes, surtout des hommes à l'époque, il faut bien le dire, tous ces hommes qui ont inventé la gastronomie, le train, les bains de mer, la ville moderne, le livre de poche, le téléphone, l'électricité, l'aviation, l'automobile, la haute couture, le marché de l'art et beaucoup d'autres choses encore. Et derrière, évidemment, cette effervescence créatrice, donc il y a des hommes, et certains sont encore très très connus aujourd'hui. C'est aussi bien Hachette, c'est aussi bien le baron Haussmann, c'est aussi bien Aristide Boucicaut qui a créé le premier grand magasin, Le Bon Marché, ou Gustave Eiffel. Et puis il y en a d'autres qui sont tombés dans l'oubli aussi. Je pense à Moïse Millot qui a créé le premier journal populaire, le Petit Journal, qui a tiré à un moment donné à 2 millions d'exemplaires à la fin du 19e siècle. Un chiffre qui ferait rêver aujourd'hui tous nos éditeurs contemporains, où je pense aussi à François Coty qui a inventé le parfum, qui a démocratisé le parfum pour les femmes à la fin du siècle, qui lui aussi n'est plus très, très dans les esprits aujourd'hui. Je pense à quelqu'un comme Léon Harmel, qui était un filateur de Reims, qui a inventé, je dirais, la gouvernance à visage, le capitalisme à visage humain, puisque c'est lui qui a inventé le comité d'entreprise, le CHSCT. Tous ces hommes-là, eh bien, ils avaient en tête une seule et même chose, c'était le goût de la créativité, de l'entrepreneuriat, de la création de richesses, du développement économique. Et ils avaient en tête aussi un élan, une idée qui allait finalement définir dans le domaine économique le 19e, c'était l'idée de progrès. Il faut dire que depuis le siècle des Lumières, finalement, il y avait dans l'esprit, dans l'air du temps, l'idée que le progrès de la connaissance, notamment sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan technique, c'était la clé, c'était ce qui allait permettre d'améliorer le bien-être pour le plus grand nombre. Donc il y avait vraiment cet élan. Je pense par exemple à Victor Hugo qui a écrit dans Les Misérables, le pas collectif de l'humanité s'appelle le progrès. Donc il y avait cela dans l'air du temps, et cette bourgeoisie d'affaires qui va se constituer à partir des années, surtout à partir des années 1830, c'est-à-dire de la monarchie de Juillet, eh bien elle incarne et elle va prendre à son compte ce développement économique du siècle. C'est pour la première fois dans l'histoire de France. Ce n'est plus le sang, le rang, la valeur militaire, mais c'est plutôt la capacité à créer des entreprises. C'est plutôt l'argent qui va définir la nouvelle hiérarchie des places dans la société. Et ça, c'est une révolution aussi sociale qui va apporter un petit peu ce siècle. Donc, cette génération de chefs d'entreprise, eh bien, elle porte le progrès et elle est portée aussi par la volonté politique, puisque finalement, la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, qui est donc un membre de la branche d'Orléans. Louis-Philippe lui-même est tout à fait séduit par les entrepreneurs, par la nécessité
nécessité de faire de la France une puissance économique de premier rang. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'après 25 ans de révolution et de guerre napoléonienne, l'économie française est exténuée et elle est bien loin de sa rivale, de sa grande rivale britannique qui à l'époque domine l'économie européenne. Et donc, Louis-Philippe est un homme qui croit en l'entrepreneuriat, qui croit dans la compétence, dans les valeurs de la raison, de la compétence, et il va accompagner le mouvement. Il faut dire que l'orléanisme, il se présente lui-même comme le roi du juste milieu, c'est-à-dire c'est un modéré, ce qui plaît d'ailleurs à la classe de la bourgeoisie d'affaires, puisque après tant d'années de bruit et de fureur, j'ai envie de dire, eh bien, les entrepreneurs aspirent évidemment à avoir un contexte économique et social apaisé, ce qui est le cas pendant les premières années de la monarchie de Juillet. Et puis, l'orléanisme, c'est aussi une conception de la gouvernance libérale, donc qui croit, encore une fois, en la valeur de l'entrepreneuriat individuel. Donc tout cela crée un contexte tout à fait propice au développement économique à cette époque. Et d'ailleurs, Louis-Philippe, c'est un peu un signe des temps. Louis-Philippe, il désignera comme ses deux premiers présidents du Conseil successif seront deux anciens gouverneurs de la Banque de France. C'est dire que, effectivement, d'abord Jacques Laffitte, puis Casimir Perier, c'est dire que, effectivement, il attache de l'importance à l'économie, au développement de l'économie. Eh bien, cette philosophie, ces idées qui s'épanouissent à l'époque en France, on les doit à Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon. Le comte de Saint-Simon, c'est un lointain cousin du duc qui avait été le mémorialiste de Louis XIV et de la Régence. Et lui, Saint-Simon, eh bien, il a théorisé cette société industrielle, c'est lui qui invente l'expression, qui va se substituer à la société d'Ancien Régime. Pour Saint-Simon, le pouvoir doit en effet être entre les mains de ceux qui produisent la richesse économique. C'est en prenant appui sur eux que l'on pourra faire émerger dans son esprit une nouvelle société, une nouvelle structure de la société. Et donc il défend que la société ne doit plus être dirigée ni par la noblesse, ni par les rentiers, ni par les bureaucrates en tout genre, mais par ce qu'il appelle les industriels. Et dans son esprit, les industriels, ce n'est pas seulement les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les patrons, mais c'est aussi bien les ouvriers, les salariés, les artisans et même les artistes, les savants, c'est-à-dire tous ceux qui créent, qui inventent, qui innovent et qui vivent de leur travail. Et ça, c'est vraiment évidemment un courant de pensée qu'on retrouve évidemment encore aujourd'hui. Je pense, récemment, je voyais la disparition de Roger Fourroux, par exemple, qui vient de disparaître. Roger Fourroux était un Saint-Simonien et tout au long du XXe siècle, il y aura évidemment une relève, un héritage de ces idées, de cette philosophie. C'est une philosophie qui croit au progrès, encore une fois, qui croit à l'esprit d'entreprise, à l'innovation, à la raison, à l'éducation, à la valeur travail. Et qui, d'ailleurs, la bourgeoisie d'affaires dont on parle à partir de la monarchie de Juillet, elle ne se contente pas de financer le développement économique, elle travaille, elle met la main à la pâte. Et c'est une période où, justement, tout est à faire. Il faut construire les routes, il faut construire les voies ferrées, il faut rénover le réseau des canaux, mécaniser l'agriculture et l'industrie, imaginer des villes modernes, développer le système bancaire. C'est une tâche immense. Et c'est cette bourgeoisie éclairée qui, finalement, va faire beaucoup dans l'émergence de ce monde moderne dans lequel on vit encore aujourd'hui.
Et en guise d'illustration, je voulais vous parler un peu plus longuement de l'histoire d'un tandem qui est tout à fait représentatif de cette époque, qui a d'ailleurs traversé le siècle, puisque l'un et l'autre, ce sont les frères Pereire. Émile et Isaac sont nés au tout début du siècle et ont disparu à la fin du siècle. Et entre-temps, eh bien, ils ont été parmi les grands artisans de cette économie moderne. Émile et Isaac Pereire sont nés tous les deux à Bordeaux. Ils sont issus d'une famille portugaise d'origine juive. C'est leur grand-père qui s'est installé en France. Il a été l'interprète de Louis XV. Et il se trouve que leur famille va être ruinée peu de temps avant que leur père disparaisse. Donc, au milieu des années 1820, leur mère, qui se trouve un petit peu dans l'incapacité d'assurer leur avenir, les envoie à Paris chez un oncle, et c'est un oncle qui justement évolue dans le milieu de la haute finance, notamment dans l'univers des Rothschild, et fréquente aussi tous les cercles saint-simoniens qui sont très effervescents, très, très créatifs à l'époque. Et c'est là qu'Émile et Isaac vont côtoyer cette bourgeoisie d'affaires et être complètement emballés par les idées de Saint-Simon, auxquelles d'ailleurs ils emprunteront leur devise, qui était à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses œuvres. Et parmi les débats enflammés du moment, et parmi un des premiers grands chantiers auxquels vont s'attaquer les frères Pereire, c'est le chemin de fer. Et les deux frères sont immédiatement séduits et tombent sous le charme de ce nouveau moyen de transport qui pour eux est à la fois un excellent outil de développement économique et puis aussi d'amélioration de la qualité de la vie au quotidien. Et dès 1832, ils se lancent dans un projet pour créer en France des lignes. Et bon, après 3 années d'efforts, ils obtiendront finalement une concession. La première concession du chemin de fer en France, ce sera celle de Paris-Saint-Germain, qui partait de Gare Saint-Lazare pour arriver au pied de la colonne, au pied de Saint-Germain, parce qu'on ne pouvait pas encore monter à l'époque la colline à Saint-Germain. Les locomotives de l'époque ne permettaient pas de faire encore cet effort. Mais ils obtiennent cette conception de 99 ans et dans la loi qui est publiée, il est bien précisé que c'est à leurs frais, leurs risques et périls. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont engager leur réputation et leurs moyens dans cette aventure. Mais ils seront beaucoup aidés, là, justement, par les banquiers, au premier chef James de Rothschild, mais également tout un aréopage d'industriels et de financiers qui vont financer ce projet et entrer au conseil d'administration. Et à partir de cette époque, cette première ligne va être inaugurée en 1837, et à partir de cette époque, la France va donc être irriguée par des lignes pour rejoindre Paris à tous les grands centres en province. Alors évidemment, il ne faut pas croire que tout cela s'est fait quand même dans la concorde et la félicité, parce qu'il s'agissait évidemment de rallier, au moins de neutraliser tous les opposants. Et quand on innove, quand on lance de nouveaux défis, il y a toujours évidemment des opposants, à commencer par les propriétaires terriens qu'il fallait exproprier, puisque à l'époque, les trains ne prenaient pas facilement les virages, donc il fallait tracer des lignes rectilignes et forcément exproprier un certain nombre de propriétaires terriens. De même, évidemment, les compagnies de diligence étaient moins éblouis que certains commentateurs dans la presse parce qu'on appelait le fabuleux reptile. Pour eux, c'était plutôt un prédateur qui allait évidemment les ruiner. Et puis, il faut dire que même les dirigeants politiques, même un certain nombre de savants
était très réticent à l'idée de voir les trains sillonner la France, ou en tout cas pas forcément visionnaire. Adolphe Thiers, par exemple, qui était à l'époque quand même le président du Conseil, il avait dit que le train, ce ne serait jamais qu'un joujou pour habitants de grandes villes désœuvrées. Voilà, il n'était pas vraiment visionnaire. Et où il y a eu un savant comme François Arago, qui était un très grand savant à l'époque, qui ne voyait aucun avenir économique dans les chemins de fer et qui avait auquel on avait demandé un rapport et qui avait dit que les troupes, les militaires qui seraient transportés par le train seraient efféminés et que le fait d'emprunter des tunnels provoquerait chez les voyageurs des pleurésies, des cathars, etc. Donc finalement, ce qui a fait le succès du train, c'est tout simplement les voyageurs, parce qu'il y a eu tout de suite un très grand engouement dans l'opinion et une ruée pour utiliser ces lignes qui vont se succéder les unes après les autres. D'abord des petites liaisons, par exemple entre Strasbourg et Mulhouse ou entre Montpellier et Béziers. Et puis, progressivement, évidemment, des liaisons entre Paris et les grandes villes, à l'exception de la Bretagne, qui sera désenclavée, entre guillemets, un peu plus tard. Et bon, voilà un grand projet du 19e porté notamment par les frères Pereire, qui a été évidemment déterminant, puisque la vitesse, ça allait être un élément essentiel du capitalisme contemporain, et elle n'en finirait plus de se confondre avec le développement du capitalisme, effectivement. Et aussi avec, évidemment, l'épanouissement d'une société de loisirs qui émerge aussi au 19e. Quand l'impératrice Eugénie veut aller à Arcachon prendre les eaux, elle ne met plus qu'une petite journée de voyage, alors qu'un siècle plus tôt, il fallait évidemment au moins une semaine pour rallier la côte basque. Donc voilà les frères Pereire, bien implantés, solidement installés au cœur de l'économie du 19e siècle, et qui vont être finalement de tous les grands projets. L'arrivée de Napoléon III au pouvoir à la mi-temps du siècle les conforte complètement dans leurs ambitions, parce que voilà un nouveau dirigeant économique, un nouveau dirigeant politique, qui est acquis à l'âge industriel, qui est acquis à l'innovation, à la modernité, au progrès. Et donc, peu de temps après la création du Second Empire, les frères créent une banque, le Crédit Immobilier, qui va être le bras armé financier de leurs grandes ambitions. Et là, ils vont prendre des participations à peu près dans tous les secteurs, que ce soit les industries, les mines, l'éclairage, le tourisme, le thermalisme. C'est eux, par exemple, qui inventeront Arcachon, qui va devenir le lieu de villégiature privilégié de la jet-set de l'époque. Et donc, ils sont au cœur de vraiment tous les grands projets, et bien sûr aussi des grands projets du baron Haussmann, qui à cette époque-là entreprend de moderniser Paris. Et c'est pour ça que le nom de Pereire aujourd'hui est associé à des rues et des places du XVIIe, parce que ils ont notamment financé de nombreux projets de développement et de modernisation du 17e arrondissement à Paris. Donc voilà, ils ont ainsi traversé le siècle en finançant la plupart des très grands projets de développement et en y participant concrètement, parce qu'eux aussi mettent la main à la pâte. Par exemple, quand ils ont participé au projet de chemin de fer, eh bien, ils dormaient, ils évoluaient sur les différents sites de construction, et ils dormaient sous la tente entre deux incursions dans les salons parisiens. Ils dormaient sous la tente sur le terrain. Et voilà, et ils finiront. L'histoire finira évidemment un peu moins bien, puisque
finalement, le crédit immobilier se retrouvera pris dans la tourmente d'une crise financière qui sera à la fois pour des raisons à la fois de spéculation et puis aussi qui sera aussi l'enjeu d'une bataille entre différentes communautés, les banques catholiques, protestantes, juives, à l'époque, se font la guerre et finalement ce sera leur chute en 1867. Les PRR s'en relèveront, mais rien ne sera plus tout à fait comme avant. Ils ont vieilli, ils disparaîtront eux aussi. Émile en 1875 et Isaac 5 ans après. Mais leur nom restera à jamais gravé, évidemment, et comme l'emblème un peu de cet esprit d'innovation et d'entrepreneuriat qui aura tant marqué le siècle. Voilà l'image que je voulais vous donner parmi d'autres qu'on peut avoir de ce siècle et des hommes qui, en fait, ont inventé notre monde moderne. C'est un siècle effectivement dédié à la modernité, à l'innovation, et c'est ce que j'ai voulu vous donner à voir ici. Bon, évidemment, on aurait pu parler aussi, mais c'est un sujet en soi, de toutes ces ratés et ces remises en cause, parce qu'évidemment, vous pouvez vous en douter, tout ne fut pas rose au XIXe siècle, où vous l'imaginez, il y avait d'énormes inégalités, que sur le plan social, des difficultés pour travailler, pour vivre, pour un très très grand nombre de Français. Et d'ailleurs, à la fin du siècle, les questions sociales et environnementales vont déjà un peu pointer le bout de leur nez sous la révolution industrielle, évidemment. Il y a évidemment des hommes, des femmes pour porter ces aspirations. Les luttes sociales elles-mêmes, par exemple, je pense au slogan de Louise Michel qui disait la République que nous voulons, c'est celle où tout le monde travaille, parce qu'on commence évidemment à la fin, dans la deuxième partie, à être impacté par le chômage, les difficultés de vivre et de travailler, ou je pense aussi aux émeutes sanglantes comme il y a pu y avoir à Fourmi, où là il était question de réduire le temps de travail, c'est 8 heures qu'il nous faut, alors qu'on travaillait encore dans 10 et 12 heures. Mais il y a eu déjà quand même dans ce siècle, je vois qu'il faut conclure, il y a eu déjà dans ce siècle quand même des gens qui ont fait avancer, pour reprendre les termes d'Armand Hatchuel, sur le plan de l'entreprise, qui ont voulu faire de l'entreprise autre chose qu'un rapport de subordination. Je pense à Léon Harmel qui a créé vraiment une gouvernance, associé ses ouvriers, créé un comité d'entreprise. Je pense à Marguerite Boucicaut, même l'épouse d'Aristide, qui a vraiment créé une politique sociale très à l'avance pour ses ouvrières. Voilà. Et c'est pourquoi, bon, dernière phrase, je voudrais dire simplement que c'est un siècle, effectivement, qui nous donne de l'élan parce que ça a été un siècle extrêmement stimulant pour le futur, et puis qui a été un siècle aussi marqué par la mélancolie, et il nous parle un peu de nous parce que nous aussi, il fait écho aussi à nos peurs, à nos rêves, et puis aussi à nos désillusions. Voilà, je vous remercie.